Je ne vais pas me servir pour le moment des supports, comme on dit. Je préfère vous faire face. Ainsi, je vous ressens, je me ressens, et je peux penser à ce que j'ai envie de vous dire, et ce que vous pouvez avoir envie d'entendre. C'est ainsi que nous allons établir une sorte de contrat de communication. C'est ce qui nous distingue, nous les humains. Nous allons le faire dans une langue qui est aussi, maintenant, depuis 3 ans, celle des machines, le français. Et pourtant, la conscience de ce qui se passe est là. Elle est absente dans la machine. Conscience contre connaissance. La machine est pleine de connaissances. Elle a la capacité de les sortir, de les étaler. Mais elle est radicalement différente de ce que nous sommes. Elle est un outil à notre disposition. Et c'est de cet outil dont je vais vous parler. Ses capacités, ses limites, mais surtout, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et enfin, en quoi leur usage peut être radicalement disruptif. Et là, c'est ce qu'a dit Michel, c'est une perturbation massive. Eh bien, c'est de ça dont on va parler, non pas d'un point de vue institutionnel ou juridique, comportemental, mais du point de vue de la technologie et de ses usages sociaux. Alors, j'ai fait ça avec l'aide des IA, Mistral et ChatGPT, et j'en suis très fier. Par cet exemple, je vous incite à l'outing. Il n'y a aucune honte à avoir à utiliser des outils, et donc aucun intérêt à le dissimuler. Depuis 3 ans, les choses ont énormément changé. Depuis 3 ans, je suis complètement... J'ai consacré mon temps à suivre ces outils, à suivre leur actualité et à m'en servir. Et j'ai mesuré à quel point les choses évoluent très vite, du point de vue des technologies, et à quel point elles évoluent très lentement, du point de vue des usages et du point de vue des comportements. Le dernier séminaire 5 de méthodologie que j'ai fait à Nanterre il y a un mois à peu près, pour la première fois, je n'ai pas fait découvrir aux participants au séminaire, ils étaient 10, ce qu'étaient les IA génératives. Et pour la première fois, ils étaient une majorité à s'être servis pour répondre à un essai que je leur demande de faire depuis le début. Ils s'étaient servis des IA génératives. Chez les étudiants, chez mes amis, chez les individus, les choses évoluent très vite. Sur des usages très divers, très pratiques. C'est presque devenu petite poussette, comme disait Michel Serres. On y reviendra plus tard. Et j'observe aussi que c'est beaucoup plus lent chez ces autres individus que sont les professeurs investis
de leur rôle institutionnel, qui sont un peu plus mal à l'aise et qui sont peu nombreux à avoir fait un outing triomphant, dont ils soient fiers. À défaut, peut-être, c'est une possibilité. Voilà ce que je peux vous dire en préambule de cet exposé. C'est la même chose dans les entreprises. Les entreprises en tant qu'institution sont très à l'embarras, sont très gênées. Alors, pour des raisons de privacy, mais aussi, alors on fait des chartes. Mais comment intégrer ces outils dans les procédures? Alors que, d'ores et déjà, les individus travailleurs gagnent du temps, vont plus vite, d'une manière privée. L'engagement dans l'usage entrepreneurial, corporate, des IA est beaucoup plus long. Parce que c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Donc on est là sur un objet qui, pour le management, est préoccupant. Parce qu'il est juste à la frontière du privé et de l'institutionnel. Alors, je vais revenir sur mon transparent pour vous rappeler très vite la multiplicité, la grande diversité des applications que vous avez ici. J'ai commencé avec ChatGPT, et puis quand Mistral est arrivé, pour être politiquement correct, j'ai affiché Mistral. Et puis je me suis aperçu qu'il était très bon, pas de la même manière que ChatGPT. Un peu plus tard, j'ai découvert Grok, et j'ai été fasciné par sa capacité de raisonnement. Et je me suis censuré, en évitant de dire que j'utilisais Grok pour des raisons de pure opportunité, d'adéquation à une mentalité organisationnelle globale, en France. Et puis, j'utilise Copilot et Gemini, parce qu'ils sont venus à moi, tout seuls. Ils sont intégrés dans les applications. Je n'ai même pas besoin d'aller faire l'effort de les chercher. Enfin, j'ai conseillé Sphinx, qui a fait comme Copilot et Gemini, en intégrant l'IA à l'intérieur du logiciel. Et quand je me trouve confronté à une carte d'analyse factorielle, eh bien, je l'ai en mots en un clic. Donc tout ceci a évolué très vite, au point qu'il est très difficile de qualifier un état de ces technologies. Ce qui est sûr, c'est qu'elles restent des perroquets stochastiques. Le perroquet qui répète inlassablement ce qu'il a entendu avec peut-être quelques variantes. C'est ce qui est la règle constitutive des IA, mettre un mot après un autre. Ce qui en fait la force, dans la mesure où le gigantisme de l'apprentissage est possible. Alors, je vais rapidement évoquer les principales améliorations survenues depuis le début, qui malheureusement a impacté d'une manière parfois définitive les opinions qu'on se fait des IA. Ce qui était vrai il y a 3 ans ne l'est plus maintenant. En effet, la taille des prompts a considérablement augmenté. Bon, on reçoit une thèse, on l'upload et on discute avec la thèse. Facilement, on ouvre plusieurs livres. Capacité de mobiliser automatiquement les sources du web. À une époque, c'est dire, ouais, c'est bien les IA, mais il y a 2 ans que ça a été entraîné, donc c'est mort, enfin, c'est trop vieux. On n'a pas d'informations actuelles. Ce n'est plus vrai depuis début 2023. Aptitude au raisonnement. Bon, les IA, au début, c'était un peu des listes. Bon, ben, les listes, elles se transforment en argumentation.
capacité à développer un raisonnement. Intégration d'agents capables d'exécuter des tâches spécifiques. Alors, du plus simple, faire un PowerPoint ou rédiger un document Word, ou plus compliqué, alors ce qui est utilisé dans les entreprises notamment, ou lancer des mails, etc. Alors, on automatise complètement. On intègre ça dans des workflows. Et puis, ce que j'appelle la psychologisation des échanges. Le raffinement avec lequel les dialogues sont élaborés, dans la droite ligne des relations positives ou de l'éducation positive, c'est bien, super, etc. Donc la bienveillance maximum, la flatterie, qui sont, pour moi, quelque chose de très, très préoccupant et qui provoquent des dégâts. Il y a des gens qui deviennent addicts à ce type de relation et qui va conduire à s'en méfier, tout simplement. Bon, alors, ces évolutions exigent encore plus de littératie. Donc là j'introduis un mot. La littératie, on a d'abord parlé de littératie des médias, pour parler d'abord de la télévision. Comment on regarde la télévision? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel crédit accordé à ce que dit la télévision, etc. Et puis, ensuite, ça a évolué à la littératie de moteurs de recherche. Du web. Bon, faut que je continue d'avoir chaud. Donc, la littératie, c'est savoir vérifier, superviser, évaluer la langue produite par la machine. Alors, c'est pas nouveau ce concept-là, mais on parlait d'apprentissage de la littérature. Hein, quand on apprend une langue, on en apprend l'alphabet et la syntaxe pour comprendre la langue en tant qu'objet formé. Mais pour se servir de la langue dans la communication, il faut avoir un peu d'idée de la culture, des circonstances dans lesquelles, des manières d'utiliser la langue, etc. Ça, c'est la littératie de l'écrit ou de l'oral. Bon, eh bien, il faut créer ça. Il faut former les étudiants à cette littératie. On y reviendra dans un moment. D'autre part, on passe de savoir rédiger un bon prompt à savoir piloter un système intelligent, auditer ses résultats et décider des usages. Alors, intelligent, entre guillemets, c'est toujours qu'une pauvre machine, en résistant au narcissisme algorithmique, qui est partout présent, y compris dans les IA. Et ce n'est pas évident, d'autant plus qu'il est important de simuler une conversation, non pas pour la machine, peux-tu mieux, mais pour moi, ce qui me donne l'impression de parler à un tiers, d'être engagé dans un dialogue, et ce qui va provoquer une écriture différente. Ça ne sert à rien d'expliquer à la machine ce que je veux lui dire. De toute façon, elle ne comprend pas. Mais ça me sert à moi de produire le lexique qui va venir ensuite. Et en simulant cet échange, eh bien, je produis le matériau stupide que la machine utilise. Essayez l'exercice suivant, de prendre un prompt de 2 lignes, vous mélangez l'ordre des mots et vous faites un nouveau prompt avec ce nouvel ordre, vous obtiendrez la même réponse. Donc, tous les aspects de forme ne servent qu'à l'écriture du prompt. Et l'écriture du prompt, c'est pas parler, bien sûr, c'est parler à la machine, mais on pourrait le faire avec dans n'importe quel type de script. Mais c'est parler avec soi-même, et c'est-à-dire, c'est penser. C'est penser ce qu'on écrit. Et au début, elle a pensé. Alors, maintenant, pour faire le lien avec ce qu'a dit Michel, et pour clarifier la manière dont je vais parler d'académie
et un peu évoqué la question de l'intégrité académique, je reviens à qu'est-ce que c'est que l'académie. Ben voilà une image d'une académie bien spécifique, qui est l'Académie française. Alors pourquoi je choisis ça? Ben, l'Académie française, elle fait quand même le dictionnaire. Elle est à la source de la langue. Elle est peuplée de personnages satisfaits, dressés, puissants et connaissants. Ce pas des coachs. L'académie forme et il convient de s'y conformer. Très important. Deuxièmement, elle régit la langue, puis l'informatise dans les années 60 avec le Trésor de la langue française. C'est une compilation de tous les grands textes de la littérature française. Dans les années fin 70-80, les subventions disparaissent. 30 ans après, les grands modèles de langage font oublier le trésor de la langue française et bouleversent, et produisent les IA qui parlent une langue quasiment parfaite, du point de vue syntaxique, en tout cas, et bouleversent ainsi les traditions du temps long de la lecture et de l'écriture. Ce qui est l'institution académique, en tant qu'institution dans la longueur du temps. Lire, comprendre, écrire. Les GAFA ont rendu cet ascèse et ce plaisir un peu caduques avec les outils qu'ils produisent. Alors, que faire? Alors, j'ai mis l'intégrité devant, je suis d'accord avec Michel qui nous dit qu'être intègre, c'est être entier. Être entier, incorporé. Être entier, puissant. Être entier, penseur. Alors, devant ce bouleversement, que faire? Eh bien, rapidement, on peut évoquer trois possibilités. Travailler, c'est pas par hasard que je dis travailler. Travailler, c'est pas facile. Contre l'IA, avec l'IA, au-delà de l'IA. Alors, je vais rapidement développer ces trois attitudes. Travailler contre l'IA par principe ou par goût. Par goût parce que j'aime faire moi-même. J'aime réfléchir, écrire, sans médiation, parce que je suis attaché à mes routines et parce que j'ai le temps et les compétences pour le faire. Si vous savez bien lire, si vous avez une tête bien faite, si vous avez des talents pour écrire, vous n'avez pas besoin de l'IA. Ou moins besoin. Par contre, si c'est difficile, si vous n'avez pas le temps, par précaution, pour conserver mon indépendance intellectuelle. Ben, au moins, je suis intègre et je ne suis pas embarqué dans l'autre. Pour éviter le confort illusoire du travail prémâché, du narcissisme algorithmique. Résister, c'est aussi se protéger de l'effondrement de ses propres capacités, individuellement. Et collectivement, d'un effondrement qui est devant nous, lorsque l'entraînement des IA se fera sur des textes de plus en plus générés à partir d'IA. Enfin, par protection de l'environnement. Alors, je n'ai pas noté ici, par précaution juridique. Éviter de divulguer son livre, comme Michel en a peut-être été victime. Mais je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi là-dedans. C'est difficile de faire de l'espionnage.
même quand on a des technologies. Travailler avec l'IA, ce qui est évident pour gagner du temps, en l'apprenant comme assistante de recherche. Chercher, fouiller, synthétiser. Bon, excuse-moi, tu précises qu'il y a quand même des IA privées qui évitent que le texte que tu mets aille partout dans le monde. Oui. Deux types d'IA. Oui, mais ces IA privées représentent un coût très vite exorbitant, bien sûr. Eh oui. Alors, il y a aussi des contrats privés qui, à différents niveaux d'abonnement, avec les grandes, avec Mistral, etc. Dans les boîtes, ils les ont. Hein? Dans les boîtes, c'est privé. Non, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais par exemple pour Sphinx, ce qu'on a installé dans Sphinx, c'est une IA, c'est ChatGPT et Mistral, et on n'envoie jamais les textes à l'IA. On n'envoie que les lexiques. D'accord? Donc, on peut utiliser le lexique, etc., avec une IA pour essayer de reconstruire, mais on n'est pas sûr du truc, mais on n'envoie jamais les textes. Donc, voilà les... Ouais. Je vous assiste comme l'IA. Merci. Bon, c'est bon. Oh, merci beaucoup. Alors, au-delà de l'IA, c'est redevenir auteur, après avoir travaillé avec elle. Choisir ce que je veux dire, ressentir et ajuster en fonction de ce que je ressens moi-même et ceux à qui je m'adresse. Investir mes mots d'expérience et d'émotion, rajouter, abonder le texte qui a été créé par l'IA en vérifiant qu'il n'a pas tordu des trucs, mais aussi en amenant, mais je pense que dans ton texte, ça a été déjà abondamment fourni, mais en tout cas, quand on est sur des textes beaucoup plus abstraits, ce qui est souvent dans les cas mais c'est toujours intéressant d'aller, y compris dans la partie de la littérature, aller mettre des choses un peu plus précises. C'est important, parce que je m'excuse de te redire, c'est le point de travailler avec l'IA. Un étudiant en doctorat qui est en première année et qui envoie son texte à l'IA, c'est déjà utilisé par l'IA 10 minutes après. Donc je veux dire, il faut qu'il comprenne qu'il nourrit l'IA autant qu'il est nourri par l'IA. Ça, c'est ici pour se protéger. Il manque ça, il faudrait mettre pour se protéger des risques ici. Et après, on décide, hein. On décide. Mais en tout cas, c'est à celui qui porte l'entièreté de la décision de décider. Donc l'intégrité académique, je passe, Michel l'a abondamment développé. Ce que je veux maintenant développer, c'est la notion d'hybridation du travail intellectuel. Faire le saut en avant. Ça y est, on y est, on est fiers d'utiliser l'IA, on l'utilise, on sait le faire, etc. Donc ceci a pour effet de nous transformer. Le travail intellectuel n'est pas la même chose que le travail intellectuel hybride. Pour produire ce PowerPoint, j'ai travaillé d'une manière hybride. Cette image en est la preuve. Alors, cette hybridation, alors je ne dirais pas que c'est une révolution parce qu'il n'y a jamais de révolution. Il y a simplement des strates. Je vous renvoie à la lecture de Braudel qui décrit ça magnifiquement. Les thèses de Dubié peuvent être faites dans la tradition du lecteur, écrivain, nu, dans la bibliothèque, avec les outils contemporains, des suites bureautiques et des outils statistiques. Et de plus en plus, avec, dans cet environnement, les IA, qui sont déjà là, et que les étudiants, les doctorants utilisent, et je leur dis, bravo, faites-le. Mais ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas vous comporter comme si vous étiez dans la tradition en utilisant ces outils-là. Il faut savoir autre chose. Ce que vous avez appris au lycée en faisant une dissertation, et que vous sert encore lorsque vous rédigez une thèse, c'est à peu près la même chose. Vous l'avez appris. Tandis que ça, vous ne l'avez jamais appris. Ceci pose la nécessité à nouveau, de ce que j'appelle la littératie.
pour une littératie de l'IA. Donc la littératie, c'est développer les capacités de comprendre, d'utiliser, de critiquer et de dépasser l'IA. Eh bien, je pense que c'est une brique qu'il faut rajouter au schéma classique, éthique, intégrité académique. Et là, et j'aurai alors à côté la recherche, hein, et là j'ai deux choses de plus. J'ai le travail intellectuel hybride, et d'autre part, la littératie, qui est nécessaire pour nourrir le travail intellectuel hybride, et qui est elle-même nourrie par l'éthique ou l'intégrité. Alors, je n'ai pas mis à dessein les relations qu'on peut mettre sur ce schéma. À vous de les y trouver. Mais en tout cas, ce qui est fondamental, c'est développer cet enseignement de la littératie des IA. Le Business Science Issue est précurseur pour enseigner la littérature de l'IA, puisque dès 2023, j'ai fait des slides, il y a plusieurs choses. Dans le livre dont parlait Michel, c'est développé, etc. Ceci nous amène bien un peu plus loin. Un peu plus loin, on va toujours avoir les trois modes. Et il n'est pas question d'en conserver un à tout prix ou d'en obliger un autre. Ça complique les règles dont Michel nous a parlé. Mais demeure l'intégrité de l'auteur, ne jamais s'attribuer abusivement les écrits de cet assistant sans conscience. Vous seul êtes intelligent et responsable. Ça, alors, je pourrais rajouter, toujours citer le fait qu'on a... on peut le discuter, ça, mais moi, je suis plutôt pour le citer, parce que, un peu comme on cite le logiciel de statistique ou le logiciel NVivo pour montrer que notre recherche est bonne, parce qu'on a un truc... Mais il faudrait qu'on arrive à cette fierté par rapport à l'IA. Intégrité du chercheur. Reporter le temps gagné dans la compilation et la réflexion, toute la revue de la littérature, tout ce bazar, qui peut être fait très très vite, vous l'avez vu avec l'autre conférence, eh bien le reporter sur un approfondissement de la réflexion, mais surtout d'observations actuelles et nouvelles, de préférence à la tradition. Bref, aller sur le terrain, enquêter beaucoup, plutôt que de faire 12 interviews, en faire 30, en gagnant l'année qu'on aura passée d'une manière quasi inutile à la revue de la littérature. Mais il faut encore trouver les bonnes pratiques entre tradition humaniste et usage des technologies. Et on est loin de l'avoir établi. Et je pense qu'une des fonctions d'institutions comme BSI, c'est de nous aider à avancer vers ça. Et dans ce mouvement-là, peut-être que les doctorants sont des moteurs plus importants que les professeurs. Je dis bien peut-être. Alors, je vais terminer en vous remerciant, avant de passer à la discussion, et avec cette image-là. Cette image représente Saint-Denis, évêque de Paris, décapité à Montmartre, et qui marche jusqu'au lieu où fut érigée la cathédrale de Saint-Denis, en tenant sa tête dans ses mains. C'était au IIIe siècle. Alors, pourquoi je prends cette image-là? Eh bien, parce que dans le travail, c'était avant-hier, j'étais dans ChatGPT, je parle de communication avec les tiers. Et puis à ce moment-là, je dis le tiers exclu, et puis le tiers instruit, et je pense à Michel Serres. Et je prompte. J'étais sur Grok. Quel rapport entre Michel Serres et les intelligences artificielles? Je prends comme ça, d'abord, au début, sans aucune direction. Et je retrouve, je serais allé sur Wikipédia, j'aurais trouvé la même chose, hein, mais c'était plus rapide. Et j'ai lu tout Michel Serres. Et dans Petite Poussette, il développe la parabole de ce qu'il appelle la décapitation cognitive. Et il dit que la décapitation cognitive,
c'est ce qui, en référence à Saint-Denis, c'est ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé lorsque l'imprimerie a tué l'apprentissage par cœur et la récitation, et ce qui survient maintenant lorsque les IA tuent la capacité d'écriture. Et comme Petite Poucette et comme Saint-Denis, nous avançons désormais avec notre tête à côté de nous. Alors en plus, l'avantage, c'est qu'elle est infiniment plus pleine que ce qu'elle était avant. Donc merci à Michel Serres de me permettre de conclure sur... alors, petite histoire également. J'avais d'abord eu l'idée, et j'ai fait ça avec Jiminy, de demander à Jiminy de me faire une représentation de moi-même, à partir d'une image que j'avais, tenant ma tête dans mes mains. Et, hein? Et, ça ferait trop égo surdimensionné. Oui, non, mais c'était d'abord ce que j'ai fait. Alors, il me fait ça, mais j'ai deux têtes. Alors, j'insiste, je lui dis, c'est pas ce que je veux, etc. Puis finalement, je lui dis, mais pourquoi tu ne veux pas me représenter? Et là, il m'explique. Parce que mes règles m'interdisent de produire un acte violent, etc. Et je ne peux pas, je pourrais, mais je suis édité de telle sorte à ne pas produire l'image de Jean Moscarola décapité portant sa tête dans ses mains. Mais je trouve que ça est infiniment mieux que l'histoire de... Enfin, donc, alors j'en ai plein de petites évocations comme ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à vous la parole.